Alors, ceci est le casque de Bernard Hinault. Alors, pour être tout à fait exact, il s'agit... C'est bon, on entend bien? Je vais peut-être remonter ça un peu si je me mets debout. Voilà. Donc, ceci est le casque de Bernard Hinault. Pour être tout à fait exact, en fait, c'est un casque que j'ai acheté au marché aux puces pour 10 € et j'ai collé dessus une étiquette Bernard Hinault. Mais il s'agit quand même bien du casque Cinelli, identique à celui que portait Bernard Hinault lors du contre-la-montre du Tour de France 1986, qu'il n'a pas gagné. Bernard Hinault devait reprendre 2 minutes 43 à Greg LeMond sur 58 km. Et il n'y est pas arrivé. Deuxième du Tour de France, il monte sur le podium, non pas avec le maillot jaune comme il l'a fait 5 fois avant, mais seulement, entre guillemets, avec le maillot à pois du meilleur grimpeur et le maillot du combiné. C'est curieusement cette image-là que je retiens de Bernard Hinault, mon héros d'adolescence et d'enfance. Non pas le héros qui gagne tout le temps, à tous les coups, mais le héros qui ne lâche rien, jamais. Celui qui va jusqu'au dernier bout du dernier mètre de la course. Car quelle que soit son époque et son registre, le héros, c'est toujours celui qui va au bout de ce en quoi il croit vraiment et ce qui lui semble le plus essentiel, le plus vrai et le plus vivant. Nous avons tous dans notre tête les héros de notre enfance ou de notre adolescence. Nous avons tous dans notre tête une mythologie héroïque qui nous est propre, le souvenir ému d'un monde dans lequel nous pouvions, un monde à la fois imaginaire et en même temps très réel et très concret, dans lequel nous pouvions être un héros ou des héros. Nous voulions être Bernard Hinault ou Mary Poppins, nous pensions devenir pompiers ou vétérinaires pour sauver les gens, sauver les animaux. Nous avions l'innocence de croire que nous allions sauver le monde. Puis le réel nous a sauté à la gueule et nous a infligé ses blessures, plus d'une fois. Il nous a remis à notre place, il nous a déçus, encore et encore déçus, jusqu'à ce que nous comprenions que, en fait, non, nous n'allons pas sauver le monde. Alors je vous lis la première page du livre, comme ça on rentre un peu dedans. L'innocence. Tu voudrais sauver le monde, tu voudrais à nouveau croire en quelque chose, mais tu peines à retrouver cette innocence qui seule permet de croire. Tu as perdu ton innocence, comme on dit. Tu n'es pas fier de ça, tu as même un peu honte et tu n'as rien fait pour. C'est arrivé presque par hasard, comme un accident. Tu as si intensément cherché la vérité que tu as soudain fait une terrible sortie de route. Tu l'as un peu cherché, il faut le dire. En même temps, c'était inévitable. Tu préférerais qu'il en soit autrement. La joie de l'accroissement du savoir et la sagesse acquise dans l'expérience ont ceci de grinçant qu'elles t'empêchent désormais de tout à fait y croire. Tu as vu une forme de vérité pure que tu n'aurais peut-être jamais dû voir. Maintenant, c'est comme ça. Tu envies secrètement ceux qui y croient encore ou font semblant d'y croire. Tous ceux qui ont trouvé, qui pensent avoir trouvé. Ils ont des opinions, beaucoup d'opinions. Et moins elles sont profondes, plus ils les expriment fort. Tu te sens à part et tu n'aimes pas faire semblant. Ce n'est pas que tu sois plus intelligent que les autres, bien au contraire. Souvent, tu te sens moins que rien par rapport à ceux qui savent, qui croient savoir, qui font semblant de croire. Tu sais bien qu'ils n'ont pas trouvé grand-chose, mais tu te surprends à t'imaginer à leur place. Eux qui ont tant de réponses, là où toi, tu n'as que d'insondables questions. Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sorte un peu de la banalité. J'en ai assez de ce carcan qui m'enferme dans toutes ces règles. Ils me disent de rester dans la norme, mais l'on finit par s'y ennuyer.
Alors pour ceux qui l'auraient reconnu, c'est ainsi que commence la chanson « Partenaire particulier », tube énorme des années 80, exactement de 1985, et c'est en 1985 aussi que Mikhaïl Gorbatchev lance sa politique de perestroïka qui va mener à la chute du mur de Berlin et du bloc de l'Est. The End, fin de l'histoire. L'effondrement de l'URSS, effectivement, va inciter certains à dire que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. En particulier, le penseur américain Fukuyama, Francis Fukuyama, au lendemain de la chute du mur de Berlin dans les années 90, va proclamer la fin de l'histoire. Mais le concept est assez ancien. C'est en fait en 1806 que Hegel va créer le concept de fin de l'histoire dans sa phénoménologie de l'esprit. Pour Hegel, l'histoire humaine n'est pas seulement une succession hasardeuse d'événements historiques plus ou moins aléatoires. L'histoire a une fin au sens d'une finalité. Dans le chaos de son histoire, l'humanité cherche quelque chose. Elle cherche une manière meilleure de vivre en société, elle cherche sa fin. Et en 1806, justement, Hegel voit Napoléon entrer dans Iéna et il considère que la fin de l'histoire est que l'histoire est réellement en train de trouver sa fin. Quoi qu'on pense de Napoléon, en effet, son entrée dans Iéna marque le basculement de l'Occident dans ce qui se nomme l'état de droit et la démocratie. Quand bien même faudrait-il encore 2 siècles pour que cette forme politique se diffuse un peu partout dans le monde, quand bien même des retours en arrière, et on le voit aujourd'hui tragiquement, seraient toujours possibles, l'histoire serait arrivée à sa fin, en ce sens que l'humanité aurait trouvé, en fait, dans l'état de droit, les principes élémentaires de la République, une sorte d'équilibre viable entre 2 notions pourtant contradictoires et indispensables, c'est-à-dire l'égalité de tous, d'une part, et la liberté de chacun. Le processus de négociation démocratique est par essence imparfait, toujours déséquilibré et perfectible entre égalité et liberté. Lui n'arrive jamais à sa fin, il n'est jamais fini. Le compromis entre égalité et liberté doit en permanence être renégocié et repensé, et c'est bien pour ça qu'il faut des principes et des institutions qui permettent de sans cesse re-questionner cet équilibre. Dans les années 30, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Alexandre Kojève, qui est justement un auteur que Laurent Bibard aime beaucoup, je vous recommande d'ailleurs son Alexandre Kojève, L'homme qui voulait tout savoir, aux éditions Le Mieux, si vous voulez en savoir plus sur Kojève. Kojève, donc, dans les années 30, constate l'émergence des États-Unis d'Amérique. Et il considère en fait que la fin de l'histoire est arrivée réellement, de manière concrète. C'est-à-dire que non seulement l'humanité a trouvé en théorie une manière de vivre en société, mais aussi les États-Unis arrivent à réaliser concrètement une société qui, malgré tous ses défauts, est une société fondée à la fois sur l'égalité de chacun et la liberté de chacun. Une grande égalité autant que possible, égalité de chance notamment, et une grande liberté aussi grande que possible pour chacun. Enfin, en 89, le mur de Berlin, comme on le disait tout à l'heure, s'effondre, ce qui pousse Fukuyama à proclamer la fin de l'histoire, non pas comme Hegel qui disait que l'histoire avait une fin, non pas comme Kojève qui disait qu'il y avait un exemple de fin de l'histoire, mais au sens où, effectivement, l'histoire serait aboutie définitivement. Oui, la démocratie libérale dans un état de droit est désormais ce à quoi tous les peuples aspirent ou aspireraient, car aucun régime autre n'est viablement durable ou souhaitable humainement. Fin de l'histoire. Alors, la fin de l'histoire, c'est souvent formulé par la formule un peu brutale qui s'appelle le TINA, There is no alternative, qui est une formule attribuée à Margaret Thatcher, qui le disait d'une manière assez brutale. Deuxième petit extrait. Le TINA de Thatcher est idéologiquement connoté par son auteur, qui n'attire guère la sympathie de ceux qui souhaiteraient en politique, en économie ou dans la vie en général, un peu de bienveillance et de douceur, et souhaite inventer dans tous les domaines de la vie pratique des pratiques alternatives. Mais si nous vidons la formule de sa connotation politique thatchérienne, nous devons bien nous rendre à l'évidence. Il n'y a en effet
pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative à la bonne gestion des entreprises, parce qu'une entreprise déficitaire qui produit des biens et des services de mauvaise qualité, inadaptés à la demande et au mauvais prix, ne fera jamais une success story, ni même une entreprise pérenne. Il n'y a pas d'alternative à une bonne gestion de l'État et d'un pays, parce que les fantasmes de cité idéale ont tendance à se fracasser sur la réalité de quelques règles élémentaires de l'économie. On est dans une école de commerce ici, on le sait. Il n'y a pas d'alternative à un régime de liberté, sauf si on souhaite la suppression de toute liberté individuelle sur l'autel de l'égalitarisme. Il n'y a pas non plus d'alternative à l'égalité de droit, sauf si l'on tolère les discriminations raciales, sociales, religieuses, sexuelles, ou le triomphe sans limite des plus forts au détriment des plus faibles. Il n'y a pas d'alternative à la démocratie, c'est-à-dire à l'expression de différents points de vue complexes et contradictoires, dans la tradition dialectique de la pensée rationnelle, qui permettrait de s'approcher d'une certaine vérité et de pratiques acceptables et toujours à repenser. Il n'y a pas d'alternative. Je remets mon casque profilé parce que ça me fait un meilleur temps ça fait des conférences plus rapides. Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sorte un peu de la banalité. J'en ai assez de ce carcan qui nous enferme dans toutes ces règles, qui nous oblige à rester dans la norme, mais l'on finit par s'y ennuyer. Quand j'étais petit, je voulais sauver le monde, et maintenant, je me retrouve tout seul comme un con devant une cinquantaine de collègues de l'ESSEC avec un casque de Bernard Hinault. Déception, en tout cas questionnement. Alors il y a 3 manières d'envisager la fin de l'histoire. La première consiste à l'accepter avec un grand sourire, le cœur rempli de certitudes définitives. On a battu les communistes, youpi, et il n'y a plus rien à faire si ce n'est d'essayer d'en profiter individuellement, de tirer son épingle du jeu comme on peut. Il y a une deuxième manière d'envisager la fin de l'histoire, la contester et la nier. Alors en France, on s'est fait comme spécialité mondiale de contester et de nier la fin de l'histoire. Alors c'est peut-être parce qu'on se sent un peu coupable d'avoir déclenché à la fois par notre grande révolution française et par notre petit Napoléon, la grande diffusion, effectivement, d'une espèce de démocratie universelle qui mène à une fin de l'histoire. Beaucoup en France s'acharnent effectivement à continuer l'histoire, ou du moins à raconter qu'ils continuent l'histoire. La France aime à faire croire qu'elle va faire ou refaire la révolution qu'elle a faite il y a 200 ans. Avec une délectation et un narcissisme assez prononcés, la France aime refaire en boucle encore et encore la Révolution française, mais aussi la Commune de Paris, Vichy et la résistance à l'oppresseur nazi, le gaullisme, le Front populaire, mai 68, la Restauration, etc., etc. Avec quel délice la France aime à se repasser ces vieux films en noir et blanc pour se convaincre que non, nous ne sommes pas à la fin de l'histoire. Et puis, il y a une troisième manière d'envisager la fin de l'histoire qui est la plus proche de ma sensibilité. Cette troisième manière consiste à dire que la fin de l'histoire est une vérité factuelle qu'il convient d'admettre, tout en considérant, en même temps, comme dirait l'autre, que cette fin de l'histoire n'est pas seulement un aboutissement et une bonne nouvelle, mais que c'est aussi un problème, quelque chose qui pose question. Je suis un être à la recherche, non seulement d'une forme de vérité, mais également d'une aventure qui sorte un peu de la banalité. Alors, l'aventure, justement, parlons-en. Dans ce livre, je ne tiens pas seulement un propos philosophique, dont je vous ai donné là quelques extraits, mais je vous raconte également l'histoire que, comme dans mon précédent livre qui s'appelle L'Odyssée du pingouin cannibale, je raconte l'histoire de mon groupe alors je ne sais pas si certains connaissaient, voilà, de Cannibal Penguin, qui est mon groupe de fuck metal pingouin, qui est donc le premier, le dernier et donc le meilleur groupe de fuck metal pingouin expérimental de toute l'histoire du rock'n'roll.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'histoire de Cannibal Penguin est effectivement, pour moi et pour ceux qui y participent, une sacrée aventure qui sort un peu de la banalité. Il y a maintenant presque 10 ans, le 27 juillet 2009, je me suis réveillé en Alsace dans ma maison d'enfance avec l'envie de me mettre à la guitare électrique. J'aurais jamais pensé que cette idée loufoque, que j'ai décidé de suivre, comme un instinct, on va dire, primaire, allait me mener, à peine quelques années après, à me retrouver chanteur, leader, guitariste, compositeur et interprète d'un groupe de métal parodique et de vivre cette aventure. Alors, il y a deux manières de se perdre. On peut se perdre en soi-même et ne s'intéresser qu'à son petit nombril, qu'à son petit confort, qu'à sa petite histoire, qu'à la répétition de son petit modèle déjà connu et à la satisfaction de ses propres certitudes. Et puis on peut se perdre aussi en fuyant soi-même, parce que ce n'est pas toujours glorieux de faire face à soi-même, ou pas facile en tout cas, et on peut ne bavarder que sur les autres et sur le monde extérieur, sur la politique, la société, les autres, etc. Mais il n'y a qu'une manière de se trouver, en partant à l'aventure. L'aventure, c'est partir vers le monde en se découvrant soi-même, et c'est se mettre en danger soi-même pour apprendre sur le monde. Stéphane, tu évoquais mes activités à l'ESSEC. L'idée de l'expérience terrain, c'est ça. On ne fait pas de l'analyse nombriliste des étudiants, et je vois Hugues Deric qui rigole au fond, puisqu'on a lancé l'expérience terrain ensemble il y a 11 ans, et on a toujours dit, on ne fait pas du nombrilisme, on ne fait pas de la psychologie des étudiants, et on ne fait pas non plus un discours social et moralisant. On dit juste, allez sur le terrain, partez à l'aventure, et vous allez revenir plus riche d'enseignements sur le monde et plus riche d'enseignements sur vous-même. Quel que soit l'enseignement que vous allez y trouver, on n'est pas là pour vous expliquer ce que vous devez comprendre, on est juste là pour vous pousser à essayer de comprendre quelque chose. Partir à l'aventure, c'est mettre son casque de Bernard Hinault et confronter ses rêves d'enfance dans l'action au réel qui ne pardonne jamais rien. Mais alors quoi ? Qu'allions-nous faire maintenant ? Nous avions créé un groupe, composé et interprété des chansons. Mais quel était notre projet artistique pour, par exemple, les 3 années à venir ? Alors il y eut un silence et un moment de réflexion. Et ce soir-là, nous avons décidé que finalement, la meilleure chose que nous avions à faire, c'était de sauver le monde. Le problème, c'est que nous ne savons pas exactement comment nous y prendre, en quoi cela consiste au juste de sauver le monde. Où ça se passe, à quelle heure ça commence, exactement, avec qui, quoi, comment. Sauver le monde, ça veut tout et rien dire. C'est un projet merveilleux et abscon, ambitieux et grotesque. Un projet tout à fait cannibale et en même temps pingouin. Comme la vie, comme notre groupe, mais comment faire ? Nous sommes 4 garçons dans le vent, sauf que nous ne sommes plus que 3 et qu'il n'y a plus de vent. Nous sommes Cannibal Penguin, un groupe de rock qui joue, répète, donne des concerts et enregistre vraiment, un groupe de rock qui fait aussi des livres. Nous avons décidé de sauver le monde, mais on ne sait pas comment. Nous sommes Enzo, Maxime et Yann. Nous sommes un peu perdus, il faut l'admettre, mais nous allons quand même sauver le monde. Alors il y a 2 manières. Il y a 2 mauvaises manières de faire face à la question de la fin de l'histoire. Et la question un peu absurde de comment sauver le monde. On peut d'abord décider de se résigner à une espèce de compromis de la fin de l'histoire, plus ou moins avantageux, qui nous donne l'occasion d'osciller entre le statut de travailleur de l'absurde, dans quelque chose qui n'a plus d'avenir, et le statut de consommateur avide de produits ou de divertissement. On peut aussi s'arc-bouter sur des utopies anachroniques, des prétendues alternatives hors réel, imaginaires, en faisant comme si elles n'étaient pas mortes et dépassées. Dans un cas comme dans l'autre, on se retrouve à se comporter comme des morts vivants, des gens entre la vie et la mort, ou des gens morts qui font comme s'ils étaient vivants, et nous participons
à une société de zombies. S'il s'agit de le sauver, c'est que le monde est en péril, qu'il subit une menace. Mais quel est ce péril et quelle est cette menace? La menace qui plane sur le monde, c'est celle du retour des morts vivants. Avec leur regard torve, leur démarche ridicule et désespérée, ils n'ont aucun destin, aucun avenir, aucun projet, si ce n'est celui de nous transformer, nous aussi, et de force, en zombies. Ils veulent la mort comme projet de vie pour tous. Les morts vivants sont la menace. Il en existe de diverses sortes. Les morts vivants nous disent de vivre comme des ressources humaines déracinées. Les morts vivants nous disent que vivre comme des ressources humaines déracinées est une excellente chose. D'autres nous enflamment d'espoirs absurdes et construisent des châteaux en Espagne, cependant que nous demeurons immobiles et qu'il ne se passe rien, que la révolution qu'ils annoncent sans qu'elle ait jamais lieu ne transforme en rien notre quotidien. Les promesses que font les morts vivants transforment la vie de ceux qui les croient en attente vaine et en frustration. Les morts vivants menacent la possibilité même du dialogue et de la rencontre. Ils assassinent l'amour, l'amitié, la fraternité. Ils ne croient qu'en la brutalité et la décivilisation. Ils contaminent tout de leur scepticisme, mais ne produisent pas pour autant une pensée. Ils ne connaissent que les grognements et les cris de rage. Et puis il y a une troisième manière de se confronter au problème de la fin de l'histoire. Ni fuite en avant, ni déni du réel, ni résignation au compromis médiocre, faire face comme on peut. Faire face à la fin de l'histoire dans toute l'ambiguïté, à la fois de ses avantages et de ses inconvénients, de son trop-plein, que l'on voit aujourd'hui, de consommation, de produits, d'hyperproduction, et en même temps de son grand vide de sens, de projet et d'avenir. Faire face, c'est en fait oser l'aventure, c'est-à-dire le seul moyen de ne pas être un mort-vivant, le seul moyen en fait de sauver le monde et d'incarner quelque chose qui vit. En première étape, célébrant le vide. L'usine à saucisses. Et alors ça m'amuse beaucoup de lire ce texte à l'ESSEC. Pour l'anecdote, j'avais proposé à Laurent Bibard il y a 20 ans un cours sur une critique de la société de consommation. Et quand je l'avais vu, il m'avait dit « Bon, alors ce cours-là, aucune chance que tu le fasses à l'ESSEC, mais si tu veux, viens faire d'autres trucs avec nous. » Et pour l'anecdote, ce cours, maintenant je le fais, mais depuis 3 ans seulement. Donc j'aurais mis 17 ans à faire passer ma proposition de cours à Laurent Bibard par des chemins un peu alambiqués. L'usine à saucisses. Ô vide absolu, ô époque sans racines, ô innocence perdue, ô fin de l'histoire, avenir sans avenir, ô usine à saucisses du capitalisme planétaire marchand. Ouvrez-nous vos cœurs et vos portes. Prenez-nous dans vos bras. Nous lâchons prise et acceptons tout. Votre bassesse et votre désenchantement, votre médiocrité abyssale et votre nullité sans fond. Amen. C'est pour Hugues. Aujourd'hui, avec Cannibal Penguin, nous avons utilisé notre nettoyeur Karcher K4 Full Control de milieu de gamme pour nettoyer notre barbecue Weber, de milieu de gamme également acheté chez Castorama il y a quelques années en promotion. Pour lui donner une nouvelle jeunesse, nous lui avons même passé du polish rénovateur Belgum, un produit dont on connaît l'excellente réputation. Il est magnifique, il brille de tous ses feux sous le soleil du printemps. Quelle vie! Quelle joie que l'acceptation de la banalité la plus banale. Cannibal Penguin est d'accord avec tout. Chante, ô muse, chante, ô grand pingouin cannibale, la viduité de notre temps. La seule tâche de l'art est d'aller à la vérité. Et la vérité de notre époque est d'être médiocre, sans alternative et déraciné. Assumons-le. Chantons le vide. Faisons de cette médiocrité notre nid et notre demeure même. S'opposer serait encore participer. Cesser de faire semblant sera notre triomphe et notre manière inimitable de nous en sortir. Alors pour terminer cette rapide présentation, j'aimerais évoquer en fait 2 points en conclusion. La notion d'une part de recherche, puisque nous sommes des êtres à la recherche, non pas d'une aventure, de la vérité, etc.
Et puis la notion de fraternité. Nous sommes des êtres à la recherche. L'humanité même de l'homme, je crois, consiste à être encore et toujours à la recherche. Il y a un très beau texte de Nietzsche dans Le Gai Savoir qui s'appelle Le Dément. Et Nietzsche nous raconte l'histoire donc d'un dément, d'un fou, qui en plein jour allume une lanterne et se rend sur la place du marché et crie à qui veut bien l'entendre « Je cherche Dieu, je cherche Dieu, je cherche Dieu ». Et Martin Heidegger, dans une belle analyse des chemins qui ne mènent nulle part, il analyse ce texte et il explique que le dément n'est dément ou n'est considéré comme fou que parce qu'il cherche Dieu dans un monde où plus personne ne peut entendre ce qu'il veut dire et ce qu'il cherche. Je cherche Dieu. Au milieu du marché, le dément va se confronter en fait à deux types de personnes. D'une part, des personnes qui ne savent même plus ce que le mot Dieu veut dire et qui s'en fichent totalement. Ils sont trop occupés à produire, vendre ou consommer de la saucisse. Et puis, il y a ceux qui savent encore ce que le mot Dieu veut dire, mais ils ne comprennent pas pour autant la question du dément qui cherche Dieu en plein jour. Car quand on leur demande où se trouve Dieu, je cherche Dieu, ils indiquent immédiatement le chemin de l'Église parce qu'ils pensent que c'est là que se trouve Dieu. Ils ont déjà trouvé, ils ne cherchent pas Dieu, ils l'ont trouvé, ils savent où il se trouve, ils n'ont donc comme seule réponse au dément que de lui montrer le chemin de l'Église. Ils n'ont que des réponses là où lui a une question. Il en va de même pour tous ceux qui veulent sauver le monde. Ils passent pour des fous, aussi bien auprès de ceux qui s'en fichent finalement de le sauver, qu'auprès de ceux qui prétendent déjà savoir comment il faut s'y prendre. J'aime pour ma part les gens qui sont à la recherche, les êtres qui veulent sauver le monde, qui veulent faire quelque chose, mais qui n'ont pas de certitude a priori sur la manière dont il faut s'y prendre. Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sorte un peu de la banalité. J'en ai assez de ce carcan qui nous enferme dans toutes ces règles, qui nous oblige à rester dans la norme, mais l'on finit par s'y ennuyer, et après on pourrait tous chanter ensemble, on va peut-être nous éviter cette humiliation. Partenaire particulier, cherche partenaire particulière. Nous sommes tous des êtres à la recherche, mais nous sommes aussi tous des partenaires particuliers qui cherchent d'autres partenaires particulières ou d'autres partenaires particuliers, autrement dit des gens qui cherchent la rencontre. Et plaisanterie à part, j'aimerais conclure sur un éloge justement de la rencontre, du dialogue et de la fraternité. De manière évidemment imparfaite et toujours à repenser, nous avons en quelque sorte réglé le problème du compromis entre liberté et égalité. Il y a, comme on le sait, des lois qui garantissent les libertés. Elles sont parfois menacées, il va donc falloir les défendre. Il y a aussi des lois qui garantissent l'égalité. Elles sont parfois imparfaites et parfois menacées. Il va donc falloir les défendre et les améliorer, les reformuler. Mais il n'existe pas et n'existera jamais de loi garantissant la fraternité. Aucune loi ne vous obligera jamais à me considérer, moi, par exemple, comme votre frère. Aucune loi ne m'obligera jamais, moi, à considérer comme mon frère le réfugié syrien, le patron d'une entreprise, le gilet jaune, la personne handicapée mentale, l'intello, le sans-papier, l'analphabète, l'artisan, le chômeur, le clochard. Autrement dit, la fraternité ne se dit pas, elle ne se théorise pas, elle ne peut que s'incarner, se pratiquer, il faut la faire. Oui, il faut faire la fraternité, non seulement parce que c'est la seule manière de la faire exister, mais aussi parce que la fraternité est ce qui permet d'habiter une société de la fin de l'histoire sans avoir très très froid. Nous vivons dans des sociétés relativement libres, quoi qu'on en dise, et relativement égalitaires, dans lesquelles néanmoins la fraternité est sévèrement menacée. Je crois qu'il nous appartient à chacun, et je crois que
c'est une part de mes activités, et certains, on les partage avec l'expérience terrain et aussi avec d'autres choses qui se font à l'ESSEC. Je crois qu'il nous appartient à chacun d'oser partir à l'aventure, de prendre son risque. C'est Laurent Bibard qui parlait de la citation de René Char de « Saisis ton risque », dans la pratique d'une fraternité, c'est-à-dire de la rencontre, du dialogue, voire de l'amour, car c'est ainsi que nous sauverons le monde, non pas, comme le pourrait laisser entendre le titre de mon livre, non pas en une seule fois et définitivement, et pour toujours, mais des centaines et des milliers de fois, à chaque fois pour quelques minutes. Petite lecture de l'avant-dernière page, et je laisse place au dialogue, justement. Faire la paix. Si tu veux sauver le monde, fais-le. Il n'y a pas de relativisme, il n'y a pas d'alternative. Un monde sauvé est un monde de liberté, d'égalité et de fraternité. Un monde sauvé est un monde de paix. La paix fraternelle et universelle est ce à quoi nous aspirons tous, aussi bien entre les nations que dans les plus petites choses quotidiennes. La paix. Car la guerre et les morts ne sont pas des projets. Mais la paix ne saurait être une paix de compromis. Car pour faire la paix, il faut la faire. La paix est une conquête, un chantier, une rénovation qui vise à réaliser la plus haute des ambitions. C'est pourquoi faire la paix suppose d'en faire l'effort. Personne ne fera la paix à ta place. Aucun parti, aucun employé de maison, aucun guide spirituel, aucun projet révolutionnaire ne fera à ta place le pas vers la rencontre de l'autre, ni le travail nécessaire à ta propre élévation, au dépassement de tes propres limites. Personne ne sera jamais digne à ta place. Personne ne rend jamais sa dignité à qui que ce soit. Les autres ne peuvent que te soutenir, t'encourager à oser toi-même être digne, c'est-à-dire à te hausser à ta propre hauteur, à sortir de tes propres racines et à t'élever vers le ciel et à réaliser ainsi ton destin. Je vous remercie de cette demi-heure d'attention et je vous souhaite bon courage pour sauver le monde.